nitwa Nyirimboga Emmanuel. Imodoka ye ipakira ibikoresho ko yakoraga ahantu Kinyamakara, muri komine Kinyamakara ahantu bubakaga amashuri Imbogo. Ngeze mu nzira ndiho nsubira mu kazi yari mu gitondo ku itariki 6 kuko twubakaga Kinyamakara. Arambwira ngo uyu munsi nta kazi gahari, Habyarimana yapfuye, tugiye gutangira urugamba. Abatutsi nije n'ikenda. Ubwo bariyeri twashyizeho bahise baduha amabwiriza yuko umututsi uzagiye uhahita kuko amarangamuntu yari mu bwoko. Hari abaguye kuri bariyeri, hari abaguye hano mu giturage, hari n'abaguye hano ku rwibutso i Murambi. Ariko nuko jye nari mfite ubwo buhire, ntabwo twese aribwo twakoreshaga. Zari intwaro za gakondo zitandukanye, abafite imipanga, abafite amacumu, abafite inkota, byari bikoresho bigiye bitandukanye. Ko twamushushanyiriza ariko reka nze nkwereke uko tumushushanyiriza nibo nsumye. Urabona iki cyabaga ari nk'igiti kinini, tukagiconga 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 gutya tukakibaza. Twamara kukibaza cya kindi kigasigara kimeze gitya. Cyasigara kimeze gitya tukafata gutya nyine nakakomeza. 10 000 morts chaque jour. Après 2 mois de massacre et sous mandat de l'ONU, l'armée française intervient. Noneho tumaze kwica abatutsi, baje kutubwira ko tujya kwakira Abafaransa. Baza mu gihugu. Twahuriye hariya hejuru ku karere hari kuri prefecture. Turi abantu benshi. Tugenda turirimba. Abafaransa ubwo bavaga hano muri zone Turquoise banciyeho muri cyari prefecture cyangwa Kaleba Inendezi. Cet ancien milicien Hutu a été condamné par un tribunal populaire à 7 ans de prison pour crime de génocide. Pourquoi depuis 25 ans, le nom de la France est-il associé à la tragédie rwandaise? Quel rôle y a-t-elle joué? Les secrets bien gardés de la République commencent seulement à être dévoilés. Pendant toutes les années 90-94, la politique qui est menée entre la France et le Rwanda, c'est une politique secrète. Le génocide rwandais, il a été fait par des Rwandais contre des Rwandais, et majoritairement avec des machettes. Alors expliquez-moi ce que la France vraiment a à avoir principalement comme responsabilité là-dedans. Il y a un homme qui est responsable. Je suis désolé pour lui parce que j'ai eu beaucoup d'estime et de respect pour lui pendant très longtemps, et j'étais son ministre, c'est François Mitterrand. Il a commandé cette opération. Les officiers français ont fait la stratégie de collaborer avec les miliciens Hutus et puis de les protéger aussi. On ne peut pas dire que la France est complice de ce qui s'est passé après, parce qu'il est le seul pays au monde à avoir essayé de l'empêcher. On aurait pu intervenir pour le stopper. On aurait pu s'en prendre aux génocidaires. Qu'est-ce qu'on est allé faire à les soutenir? Les violences entre les Hutus et les Tutsis remontent à la période coloniale. À l'époque, le colonisateur belge avait imposé la domination du pays par les Tutsis.
En 1962, une fois le pays indépendant, les Hutus prennent le pouvoir. Les Tutsis sont poursuivis, chassés et massacrés. Beaucoup vont fuir vers les pays voisins. En exil en Ouganda et composé de réfugiés, il crée un mouvement rebelle, le FPR, le Front patriotique rwandais, soutenu par les anglo-saxons. La rébellion est menée par Paul Kagame, l'actuel président. Réfugié avec sa famille en Ouganda, il s'est formé aux États-Unis avant d'incarner la rébellion Tutsi minoritaire et anglophone. Il va devenir l'ennemi de Paris. François Mitterrand se positionne donc aux côtés des Hutus francophones, majoritaires au Rwanda. Ce sera son espace d'influence. La France s'est fixée comme programme, quels que soient les présidents, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand, de mordre sur les anciens empires coloniaux. Alors déjà l'empire anciennement britannique et puis les anciennes colonies belges, alors avec essentiellement le Congo et puis disons les deux antichambres du Congo vers l'océan Indien que sont le Rwanda et le Burundi. Et le grand argument, c'était que c'était soi-disant des pays francophones. Or, en 1994, il devait y avoir 5% des Rwandais qui causaient français, quoi. Alors, dire que c'est un pays francophone, c'est assez faux. Mais une chose extrêmement importante, tous les documents de l'armée rwandaise sont écrits en français. Durant son mandat, François Mitterrand apporte un soutien inconditionnel au dictateur Hutu, Juvénal Habyarimana. L'Élysée poursuit sa traditionnelle politique france-africaine. Kagame venait de l'Ouganda, c'est-à-dire d'un pays anglophone. Nous sommes dans l'Afrique francophone. Et ça aussi, nous étions plus légitimes, sans doute aux yeux de certains. Ce Kagame était formé aux États-Unis. Donc vous mettez ensemble les autres conquérants de l'Afrique, en dehors des Français, l'anglophonie et les Américains, les méchants. Le Rwanda, comme la suite l'a montré, est la clé d'entrée pour le Zaïre. Et le Zaïre, dès lors que le colonisateur belge n'était plus là, le Zaïre, c'est évidemment un territoire immense, regorgeant de richesses. Et il n'est pas du tout impossible que la politique française, la politique étrangère française, ait voulu aussi s'assurer cette porte d'entrée vers un territoire qui, s'il était contrôlé d'une manière ou d'une autre, indirectement par la France, était évidemment un gain géopolitique considérable. À partir de 1990, la coopération technique et militaire entre les soldats français et les phares, les forces armées rwandaises, s'intensifie. Les premières compagnies de parachutistes français débarquent à Kigali. Cet engagement passe alors inaperçu aux yeux du monde. Les troupes du FPR, elles, passent à l'attaque et pénètrent au Rwanda. La France réagit en évacuant ses ressortissants. Si elle n'intervient pas directement dans les combats, elle renforce progressivement sa présence sur le sol rwandais. Pendant les années 90-93, la France a mis en œuvre sa coopération technique. On a envoyé des conseillers techniques pour former les gens, pour les conseiller. Bon, il y a eu des liens qui sont créés entre les officiers français qui étaient là-bas ou les sous-officiers français qui étaient là-bas en aide technique, si vous voulez, avec les forces armées rwandaises, c'est évident. Comme dans tous les pays d'Afrique, et ça, c'est vraiment pas... c'est exceptionnel. On va parfois envoyer dans ce pays qui est grand comme une région française, il va y avoir des pointes à 1000 soldats présents au même moment.
entre 400 et 1000 soldats pendant des mois et des mois qui vont former l'armée, qui vont l'entraîner. Il va y avoir des livraisons de munitions, il va y avoir tout un programme d'assistance militaire. Il y a même en fait une partie des officiers français qui prennent en main le commandement opérationnel de l'armée rwandaise. Donc on est vraiment sur une coopération extrêmement forte. Grâce à la formation dispensée par un détachement de l'armée française, l'armée rwandaise repousse les offensives du FPR et sauve le régime d'Habyarimana. Des massacres ponctuels de Tutsis sont alors organisés par le gouvernement. C'est ce détachement qui a collaboré avec l'ancienne armée rwandaise qui commettait des massacres avant le génocide. En 92 et 93, l'armée française entraînait ses militaires et après les entraînements militaires, ils allaient tuer des gens et des civils. Régulièrement, des sortes de pogroms contre des communautés tutsis sont perpétrés au Rwanda. Pogroms dans lesquels on voit bien une complicité du pouvoir, une complicité des miliciens, une complicité de la gendarmerie, des préfets, etc. Un pogrom ne se produit pas dans un pays solidement tenu comme le Rwanda sans qu'il y ait une part de complicité des autorités locales et nationales. En 1991, un militaire haut gradé va dénoncer les risques de génocide et alerter Paris. Le général Jean Varret est à l'époque le chef de la mission militaire de coopération au Rwanda. Pour la première fois, ce général 4 étoiles a décidé de s'exprimer devant une caméra. On me demande de présider une réunion de gendarmes qui demandaient l'aide de la coopération militaire. Dans cette réunion, le chef de la gendarmerie me dit « Voilà, j'ai besoin de mitrailleuses, j'ai besoin de canons, j'ai besoin de... » Alors, je suis très étonné de cette demande. Je lui dis « Écoutez, les gendarmes, moi je veux bien vous équiper en grenades lacrymogènes, etc., mais pas en mitrailleuses. » Bon. Et puis, donc je refuse. Elle me dit « Maintenant, on est entre militaires. Je suis colonel, vous êtes général, on va dire les choses au premier degré. » Oui, très bien. Alors, j'ai besoin de cet équipement pour mes gendarmes parce qu'on va participer à la lutte contre les Tutsis. Je lui dis, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, vous savez, on va les liquider, ils ne sont pas très nombreux, ça va aller très vite. Alors, je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, dans notre pays, les Tutsis sont un danger, on va les liquider. Alors que le général Jean Varret fait part de ses inquiétudes à sa hiérarchie, Paris continue de soutenir le régime Hutu et ne tient pas compte de ses avertissements. Il y avait dans les réunions des colonels, je ne me souviens pas de généraux particuliers, qui prenaient position en disant il faut aider l'armée Hutu à combattre les Tutsis. Bon. Alors les Tutsis, c'était le FPR ou c'était toute l'ethnie Tutsi, je ne sais pas. Mais très souvent, on assimilait les Tutsis et le FPR comme l'ennemi. Cette confusion se retrouve dans les documents confidentiels de l'Élysée. Lors d'un conseil restreint de défense de 3 mars 1993, le président François Mitterrand s'adresse en ces termes lorsqu'il parle du FPR. Nous n'avons pas intérêt à ce que les Tutsis avancent trop vite. Il faut gagner du temps et continuer à soutenir l'armée rwandaise. Et moi, je me contentais de dire attention, attention, attention. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous répondait? On m'écoutait poliment, mais on n'en tenait pas compte. Enfin, j'ai eu l'impression que petit à petit, ma thèse n'était pas prise au sérieux. Je pense effectivement que la politique française, dans cette époque, a laissé aux Hutus l'idée que la France fermait les yeux sur un risque de massacre. Ce général se rend compte de l'aveuglement de la politique africaine de la France. Il finira par être écarté et démissionnera. Jean Varret ne s'était pas trompé. Un document secret publié dès 1992 par l'armée rwandaise identifie clairement l'ennemi,
L'ennemi principal est le Tutsi de l'intérieur ou de l'extérieur, extrémiste et nostalgique du pouvoir. Pendant des décennies, le pouvoir Hutu va donc se construire un ennemi, le Tutsi. Paris le sait, il est informé d'un risque de massacre à grande échelle, mais continue à tisser des liens amicaux avec le régime d'Abiyarimana. La machine génocidaire s'est construite à partir de la fin de l'année 1990 et elle s'est développée jusqu'à 1994 et je peux dire qu'elle a été couvée par la France, par l'armée française, comme une poule couve ses poussins, en quelque sorte. Et si la France n'était pas intervenue pour sauver l'armée rwandaise, eh bien, le régime d'Abiyarimana et donc l'armée rwandaise et ses milices se seraient effondrés. En 1993, pour éviter une guerre civile et la chute du régime au pouvoir, la France organise des accords de paix fragiles entre le président Abiyarimana et le FPR de Paul Kagame. Les accords d'Arusha. Nous avons travaillé pour qu'il y ait des accords d'Arusha. On souhaite que ces accords d'Arusha débouchent sur une transition démocratique au Rwanda, mais la position officielle française, et ça j'en suis témoin puisque je suis l'exécutant militaire des instructions des autorités politiques, et ce sont des instructions de parfaite neutralité. La politique de la France était de faire pression sur Abiyarimana, qui n'était pas à la tête du clan le plus violent. Hein. Donc faire en sorte pour que, progressivement, dans le clan Hutu, dans le gouvernement Hutu, apparaissent des gens qui jouaient le jeu de la politique d'Arusha. Le compromis, c'est pour empêcher que ceux qui ont des intentions génocidaires ou de massacre du côté Hutu, ou des intentions de conquête absolue du côté Tutsi, soient pris de vitesse. C'est peut-être naïf. On peut penser avec le recul que c'est naïf, mais on peut dire tout ce qu'on veut au monde. On ne peut pas dire que la France est complice de ce qui s'est passé après, parce qu'elle est le seul pays au monde à avoir essayé de l'empêcher. Ces accords sont perçus comme une trahison par les extrémistes Hutus, nombreux au sein du régime d'Abiyarimana. Ils ne seront jamais appliqués et voleront en éclats quelques mois plus tard. Le soir du 6 avril 1994, le président Hutu Abiyarimana est assassiné dans un attentat contre son avion. Le Rwanda bascule. À Paris, on accuse rapidement le FPR d'en être le commanditaire. Les services de renseignement extérieurs français penchent quant à eux pour une action des extrémistes Hutus. Les machettes, elles, sont déjà affûtées. Le dernier génocide du XXe siècle commence. Quand le président Abiyarimana est assassiné dans la soirée du 6 avril, que se forme à l'ambassade de France, par toute une série de réunions, le gouvernement intérimaire qui se met en place les 8 et 9 avril, eh bien la France en fait continue une politique de soutien à un gouvernement dont elle ne voit pas, ou elle ne veut pas voir, que ce sont désormais les extrémistes qui ont pris la main, les extrémistes Hutu Power, absolument décidés au massacre. Ce gouvernement intérimaire, composé d'extrémistes Hutus, donne l'ordre à la population de tuer les Tutsis et les Hutus modérés. Pendant 100 jours, entre les mois d'avril et de juillet 1994, le Rwanda va sombrer dans une violence indicible. J'étais complètement anéanti. Quoi alors? On arrive d'un endroit où on a tué je ne sais pas combien, 800 000, 600 000, 1 million de personnes, dont majoritairement des enfants. On les a coupés à la main. Et j'ai vu ça, je le dis, et je me heurte à un silence, comment dirais-je, un peu...
je passe pour un fou, quoi. Je passe pour un espèce d'illuminé dans le pays, ce qu'on appelle le pays des droits de l'homme. Hommes, femmes et enfants sont assassinés. La machine génocidaire est en marche. Près d'1 million de personnes seront massacrées méthodiquement. Un génocide, c'est une tentative d'extermination totale d'une population qu'il s'agit d'éradiquer de la surface de la Terre. À partir du moment où on massacre les femmes, qu'on massacre les enfants, qu'on ouvre le ventre des femmes enceintes et qu'on s'en prend au fœtus, qu'on détruit les maisons, qu'on détruit tous les signes de la présence d'une population, eh bien là, on signe ce que nous appelons aujourd'hui le génocide. Après 2 mois de massacre, le 22 juin 1994, la France obtient un mandat d'intervention à l'ONU pour une mission de maintien de la paix. C'est le début de l'opération Turquoise et le déploiement de 2500 hommes au Zaïre et au Rwanda. Cette opération est présentée par Paris comme une mission humanitaire pour faire cesser les massacres. Quand on a un petit peu de culture militaire, on s'aperçoit que les unités qui sont sur place sont pas là pour distribuer des médicaments. On ne déplace pas la fine fleur du commandement des opérations spéciales dans une opération qui serait exclusivement humanitaire. Qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver les meilleures unités de France, des unités d'élite qui sont hyper entraînées, superbement dotées en armement. On voit des armes qui n'existaient pas à l'époque, qui commencent à apparaître sur le champ de bataille. Ce sont des troupes qui sont prêtes pour tout, le combat, la résistance, mais sauf pour faire de l'humanitaire. Pourquoi nous avons mis un dispositif militaire conséquent, avec des moyens de l'aviation, des blindés? Pourquoi? Parce qu'auparavant, en Somalie, les Américains avaient eu des morts par manque de moyens pour protéger leurs soldats dans le cadre de l'opération somalienne. Là, en l'occurrence, on dit, compte tenu de l'hostilité du FPR, compte tenu de l'instabilité des FARC, on ne veut pas se laisser prendre par les aléas d'un affrontement, et donc on prend les moyens d'éviter d'avoir à supporter un affrontement, et on avait les moyens d'éviter un affrontement. Mais c'était dans un but totalement défensif. Car les rebelles du FPR, dirigés par Paul Kagame, poursuivent leur progression dans le pays. Sous couvert d'une mission humanitaire, la France déploie donc ses meilleures unités d'élite. On n'a eu aucune information. Alors que toutes les autres opérations auxquelles j'ai participé, on avait des briefings de situation relativement approfondis. En général, avec un tour d'horizon de l'aspect diplomatique, l'aspect géographique, l'aspect politique, etc. Et là, Rwanda, on est parti très très vite, je dirais même dans une forme de précipitation. Et moi, je n'ai été briefé que par mes camarades du 68e régiment d'artillerie d'Afrique, le régiment dans lequel j'étais à ce moment-là, qui était un régiment dédié à la Légion étrangère et qui, à plusieurs reprises, avait participé à des opérations au Rwanda au début des années 90. Ce qui était frappant, c'est que d'une part, ils avaient participé à des opérations de guerre sous couvert de formation dans les années précédentes, et que d'autre part, pour eux, il était une évidence, c'est que l'ennemi de la France, c'était les soldats Tutsis du FPR qui luttaient contre le gouvernement qu'on soutenait donc depuis 4 ans, depuis 90. Pendant l'opération Turquoise, l'officier Guillaume Ancel est chargé de guider les pilotes pour des tirs aériens. Il se souvient avoir reçu un ordre pour se préparer à une frappe aérienne sur le FPR. La compagnie de Légion, dans laquelle je suis intégré, est en effervescence parce qu'on leur a donné l'ordre de se rendre de l'autre côté de la forêt de Nyungwe, qui est une forêt tropicale qui fait à peu près 40 km de large, pour aller tendre une embuscade à l'arrivée du FPR. On nous a informé que la colonne du FPR qui est en face de nous, c'est à peu près 1500 soldats, dont on sait qu'ils sont très bien commandés, qu'ils sont bien formés, ce sont des vrais guerriers, et nous sommes 150.
les hélicoptères décollent, on commence à prendre un peu d'altitude, et à ce moment-là, il y a un officier opération qui sort du PC des forces spéciales, qui met les bras en croix et qui donne l'ordre immédiatement aux hélicoptères d'atterrir. Les hélicoptères se laissent tomber sur la piste. On est furieux, parce qu'on est parti pour se battre. Je veux dire, l'opération est lancée, donc normalement, on n'arrête pas une opération qui a été lancée. Donc l'officier opération nous annonce qu'on va créer une zone humanitaire. C'est la première fois qu'on entend parler, nous, d'humanitaire dans cette opération. Et les légionnaires, qui ont un sens de l'humour très particulier, me regardent et me disent « Bon, Guillaume, tu étais responsable des frappes aériennes. Désormais, tu seras chargé des frappes humanitaires. » La version de Guillaume Ancel est aujourd'hui contestée par les anciens responsables militaires de l'opération Turquoise. Je suis complètement au courant des grandes décisions de l'heure prises par le général Lafourcade ou les états-majors parisiens. Je suis au cœur du système. À mon niveau de commandant de groupement, je suis un des 3 principaux subordonnés du général commandant de l'opération. Je n'ai jamais eu connaissance de cet ordre, de ce contre-ordre. Il n'était jamais été question d'une action de ce type-là. Au début de l'opération Turquoise, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais, moi, fait déployer des avions de combat, c'est que nous ne savions pas ce que serait l'action des uns et des autres, et en particulier du FPR, vis-à-vis des forces françaises. Pourtant, un pilote de chasse français déployé sur une base du Zaïre nous a livré ce témoignage troublant. Aujourd'hui réserviste, il préfère rester anonyme. Dans une lettre manuscrite, ce pilote affirme lui aussi avoir attendu un ordre de frappe aérienne. Le 30 juin 1994 au soir, sur la base de Kisangani au Zaïre, les équipages ont reçu l'ordre venant de Goma, où se situait le QG de l'opération Turquoise, de préparer un appui-feu au profit des personnels de l'armée de terre. Un appui-feu, c'est-à-dire une frappe aérienne contre le FPR. Dans un premier temps, l'armée s'était préparée, disons grosso modo l'armée, mais un certain nombre de généraux au sommet, à une opération pour contrer l'effort de pénétration et de prise du pays par les FPR de M. Paul Kagame. Et donc, ils étaient prêts à, et l'armement était conséquent, ils étaient prêts à contrer cette offensive qu'ils jugeaient politiquement malvenue, quoi. Enfin, ils voulaient empêcher Kagame d'arriver. La préparation d'une bataille, la préparation militaire, la préparation à une confrontation s'est transformée en une mission plus humanitaire que moi, personnellement, j'avais toujours pensé que l'on devait la faire à Kigali, cette mission. C'était là que les gens étaient menacés. Pour les soldats de l'opération Turquoise, c'est la confusion. La population Hutu et l'armée rwandaise accueillent les Français avec ferveur. Leur allié historique, les forces armées rwandaises, mènent le génocide avec l'aide des miliciens et des gendarmes. Le milicien Emmanuel Nyiribunga se souvient de ses relations avec les soldats français de l'opération Turquoise. noneho nyuma yaho yuko bamaze kugera hano ahindutse zone Turquoise, ubwo baje hano mu kigo hano Murambi. Bamaze kuza hano mu kigo i Murambi, twajyagayo tugacukura imyobo iriya indaki abasirikare barwaniramo, noneho bakaduhemba za biswi, bakaduha nari y'amazi yo mu bipipiri. Est-ce qu'il savait que vous aviez tué des Tutsis? Bari babizi. Kuko baza bahagera hari n'abatutsi bake bahasanze bari barokokeye ku Kigeme. L'armée française réalise-t-elle alors qu'un génocide se déroule sous ses yeux?
Je suis arrivé à Morambi vers fin juillet. Et puis à Morambi, c'était le camp on croyait le camp de rescapés. C'était protégé par les Français, les soldats français. Ils accueillaient tout le monde. Les miliciens qui fouillaient le FPR. C'était la fin de la guerre. Et puis ils sont repliés dans la région turquoise. On a commencé à s'inquiéter de ces miliciens. Il y avait même les gens qui entraient avec les grenades et cachaient dans les voitures. Et puis, on a parlé avec les soldats français si c'est possible de nous protéger davantage puisqu'il y a les miliciens qui entrent. Mais ils n'étaient pas vraiment préoccupés de cette histoire puisqu'ils nous ont dit bon, on est en guerre contre le FPR. Là, c'était secondaire pour dire qu'il y a les ennemis à la moitié, plutôt les miliciens qui entrent. Si le mot d'ordre de l'intervention française est la neutralité, les réfugiés Tutsis sont pourtant perçus comme de potentiels combattants du FPR. Pour les soldats français, il s'agit avant tout d'affrontements interethniques. Il y a évidemment une lecture des violences qui ne sont pas inconnues, bien sûr, des services français, ni de la communauté internationale d'ailleurs, qui est inquiète. Il y a une vision des violences en termes de massacres, et de massacres en quelque sorte réciproques. Et donc on est dans une lecture de guerre civile, qu'il s'agirait d'interrompre, de pacifier, etc., etc. On ne voit pas qu'il y a des tueurs d'un côté et des victimes de l'autre. Un événement majeur va changer la posture des soldats de l'opération turquoise. Le 27 juin 1994, une patrouille de l'armée française et des journalistes découvrent des centaines de rescapés Tutsis sur les collines de Bicécéro. C'était une colline escarpée, comme ça, très compliquée à monter. Mais au sommet, c'est là où on se regroupait pour la résistance. Puis on était nombreux, on était plus de 4000 comme ça. Tous les Tutsis de la région sont montés vers la colline. Et puis on a pris la décision de se battre jusqu'au dernier. Toute une organisation des Hutus aux alentours qui est venue pour nous tuer sur la colline. Ils commençaient à tirer à distance, avec les armes à feu, oui. Le soir, on enterrait, au début, on commençait à enterrer les cadavres, les morts, tout ça. À la fin, par hasard, tu restes sans être touché par la balle ou bien par la machette. On sentait la mort, chaque seconde, c'est la mort. Mais on ne savait pas quand ça va nous emporter. Ouais, c'est ça. Samuel Mouzabimana a survécu en se cachant sous des cadavres. Des gens sortent des bas-côtés et ces gens-là sont dans un état, mais c'est pitoyable, c'est ahurissant, quoi. Et ils nous racontent, voilà, tous les jours on nous chasse, tous les jours on vient nous tuer. Et ils nous emmènent dans cette colline et ils soulèvent une motte de terre. Et là, il y a des cadavres, et là, il y a des morts. Et en fait, cette colline est truffée de morts. Il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. L'officier dit, mais dans 3 jours, on reviendra. Et on est reparti, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de communication, on est reparti. Sur ordre de leur hiérarchie, les soldats français laisseront les rescapés Tutsis aux mains des miliciens Hutus. Ils ne reviendront que 3 jours plus tard, le 30 juin. Je n'allais pas envoyer 2 jeeps, très peu armés, dans les collines, alors qu'on entendait les bombardements du FPR à une dizaine de kilomètres de là. Je n'allais pas les envoyer sans appui, sans soutien
et en sécurité. J'aurais pu, en allant trop vite, avoir une embuscade et avec 10 morts français. Je suis désolé de le dire, mais entre la mort de 10 soldats français et de Hutus par négligence de ma part, aurait été inacceptable. De Tutsi, pardon. Oui. Ces 3 jours sans protection de l'armée française vont coûter la vie à 1 millier de Tutsis. Lorsqu'ils reviennent sur les collines de Bicécero, les soldats de l'opération Turquoise portent secours à environ 800 rescapés. Après ces massacres, l'opération Turquoise devient strictement humanitaire. L'armée française dresse alors des camps pour accueillir et soigner les réfugiés Tutsis. Pour mettre à l'abri les victimes des affrontements entre les forces armées rwandaises et le FPR, Paris met en place une zone humanitaire au sud du Rwanda, contrôlée par les soldats français. La zone humanitaire sûre, j'en suis à l'initiative, c'est moi qui ai proposé sa création au Premier ministre Balladur et au Président. Nous avons considéré qu'il y avait un risque que les combats se déroulent entre le FPR et l'ancienne armée d'Abiyarimana, se déroulent dans la zone où justement nous intervenions pour arrêter les massacres. Mais dans cette zone-là, la seule chose que nous étions en droit de faire par la résolution des Nations Unies, c'est d'arrêter les massacres. Le 15 juillet 1994, les membres du gouvernement génocidaire Hutu trouvent aussi refuge dans cette zone humanitaire. Le FPR vient de prendre Kigali. Manifestement est arrivé en ville quelques berlines noires un peu lourdes, avec quelques camions chargés de militaires rwandais qui sont probablement des gens de la garde présidentielle. J'envoie immédiatement quelqu'un vérifier, une équipe vérifier le renseignement, qui revient en me disant, mais il y a là le président du Parlement, Théodore Sindikubabo, devenu président de la République par intérim selon la constitution de l'époque au Rwanda, et le ministre des Affaires étrangères, Jean Bikamumpaka. Donc en fait, de gouvernement, il y a 2 hautes personnalités de ce gouvernement, point barre. C'est en fait près d'une dizaine de ministres du gouvernement génocidaire qui arrivent dans la zone humanitaire dans l'attente de passer la frontière avec le Zaïre. Ce jour-là, dans un télégramme diplomatique envoyé à Paris, l'ambassadeur français demande leur arrestation immédiate. Nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité dans le génocide. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter. Immédiatement, on a demandé, nous, des consignes. Ils sont en train de passer. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je rencontre à ce moment-là l'amiral Dansat. Qu'est-ce qu'on fait? Juridiquement, je n'ai pas le droit d'arrêter des gens dont je n'ai aucun mandat pour le faire. Voici la réponse de Paris à la demande du commandant de l'opération Turquoise. Une dépêche de Reuters affirme que Paris est prêt à arrêter les membres du gouvernement. Le secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine, annote ces quelques mots. Lecture du président. Ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre. L'Élysée refuse donc l'arrestation des membres du gouvernement génocidaire. Le mandat des Nations Unies n'aurait jamais été donné si on avait dit on demande un mandat pour aller faire la justice. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il n'est pas judiciaire. C'est pas le bras armé d'une cour pénale. S'occuper des responsables du génocide, ce n'était pas notre problème. Nous n'avions pas c'est pas notre problème, c'est-à-dire que nous n'avions pas le droit de le faire. Il y a un cadre juridique qui est fixé par les résolutions des Nations Unies, et on ne peut pas franchir ce cadre. Et en particulier les militaires, eux, ne peuvent pas le faire parce que eux, après, risquent de se retrouver dans une situation difficile vis-à-vis de la justice internationale. Est-ce que la France se mettait hors la loi si elle arrêtait les membres du gouvernement intérimaire à cette époque-là? Je crois qu'il n'y aurait pas eu de problème majeur.
parce que tout le monde était quand même largement conscient que ce gouvernement intérimaire était à l'origine des massacres. Et je n'imagine pas de protestation juridique forte, d'autant plus que tous les États membres de l'ONU sont liés par la Convention de 1948 sur le génocide, qui oblige tout le monde à prévenir et à réprimer le crime de génocide, tous les États. Donc la France aurait pu tout à fait faire valoir qu'elle participait à cette prévention des risques pour les civils et punition du crime de génocide en arrêtant un certain nombre de responsables. Les militaires de l'opération turquoise encadrent et organisent la fuite de dizaines de milliers de Hutus, dont les membres du gouvernement génocidaire. L'armée ne s'en cachera pas. Elle en fera même la promotion dans le magazine de la Légion étrangère, Képi Blanc. L'état-major turquoise provoque et organise l'évacuation du gouvernement de transition rwandais vers le Zaïre. Le 17 juillet, le gouvernement rwandais passe au Zaïre. L'ambassadeur le relaye sur place, il faut les arrêter, fait le maximum de pression de tous les côtés, et désespéré, on voit bien en lisant ces télégrammes qu'il est un peu désespéré. Et non, on ne les arrête pas, on provoque et organise leur départ, leur fuite, on les met de fait à l'abri, on les laisse en tout cas se mettre à l'abri. Que dire ? Des membres des forces armées rwandaises, des miliciens et une partie du gouvernement génocidaire se retrouvent dans les camps de l'ONU installés au Nord Kivu, au Zaïre. Valfroy Doshi, l'ancien bénévole de la Croix-Rouge, était sur place à ce moment-là. Il y a une organisation dans les camps qui est que le pouvoir rwandais, gouvernement intérimaire, pouvoir officiel d'avant le génocide, est présent par l'intermédiaire du fait qu'il y a des militaires, qu'il y a les milices, que tous ces gens sont, je ne dirais pas qu'ils sont en pleine activité, mais ils sont là, ils sont armés, ils ne sont pas lourdement armés, hein, entendons-nous, il n'y a pas de canon, d'avion, tank ou quoi que ce soit, mais enfin il y a des armes légères un peu partout, et donc ça induit un certain niveau de violence. Depuis le début de l'opération, l'état-major de Turquoise a pris le contrôle de l'aéroport de Goma au Zaïre. Pour que sa mission soit opérationnelle, l'armée française sous-traite le transport de son matériel. Nous sommes alors en août 1994. J'ai un souvenir début août de voir arriver un gars, assez bonne prestance, un peu frimeur, un peu machin, se prenait avec une arme, lunettes de soleil, un peu surfeur et tout, enfin bon. J'engage la conversation, le gars est très sympathique, il me dit, voilà, j'ai dit, tu fais quoi? Il me dit, je travaille avec mon père, on a une boîte, on livre des trucs, etc. Je dis, là, tu livres quoi? Il me dit, on livre des armes. Et je comprends qu'effectivement, il y a un certain nombre de livraisons qui sont faites par l'aéroport de Goma et qui sont destinées au pouvoir Hutu. Ces armes, elles arrivaient dans des avions français, ça venait de Bangui, sur des avions français. J'imagine, connaissant la précision et l'efficacité de l'armée française, je vois pas que ces gens acceptaient de convoyer des caisses assez impressionnantes sans savoir ce qu'il y avait dedans. S'il y a eu effectivement des livraisons d'armes, c'est une chaîne parallèle, mais qui est absolument pas couverte par les autorités, c'est-à-dire par le gouvernement et par le président. Et les militaires français relevant du chef d'état-major des armées ne sont en aucune manière impliqués dans une affaire si tant est qu'elle ait eu lieu. Je ne sais pas jusqu'à quand sont arrivés l'acheminement des contrats d'armes signés avant l'embargo. Mais bon, en tout cas, les armes sont arrivées. Par ailleurs, il y a les trafics en Afrique, bien sûr. Mais ça, j'ai aucune idée sur les trafics. La France a-t-elle livré des armes aux génocidaires après l'embargo décrété par l'ONU en mai 1994? Une instruction judiciaire est toujours en cours. L'enjeu est d'importance car il pourrait établir la complicité de génocide, reprocher aux politiques
et aux militaires français. 25 ans après le génocide, l'armée est aussi accusée d'avoir exfiltré des génocidaires vers d'autres pays. Une fois qu'ils ont traversé la frontière, certains d'entre eux ont été transportés par des avions militaires français vers la Centrafrique, par exemple. Et ensuite, ils ont pu quitter, ils se sont répartis, ils sont partis pour un nombre au Togo, au Cameroun, où on a pu les retrouver. Le sous-préfet de Gisagara, lors des audiences, il a lui-même avoué, et je m'en souviens, il a lui-même avoué qu'il a quitté le Congo dans un avion français en direction de la Centrafrique. Il l'a dit lui-même, donc je pense qu'il n'est pas le seul à avoir bénéficié de ce transport. Certains des présumés coupables ont trouvé refuge sur le sol français. Il y a quand même des responsables locaux qui avaient des responsabilités indéniables, qui se trouvent ici et qui ne sont absolument pas inquiétés. Du moins, avant même qu'on ne dépose des plaintes, ils n'étaient pas inquiétés. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a condamné 17 des 21 ministres du gouvernement intérimaire. Au moins 10 d'entre eux ont transité par la zone turquoise, comme le Premier ministre Jean Kambanda, arrêté 3 ans plus tard et condamné à la prison à perpétuité. À l'emprisonnement à vie. Je plaide coupable. En France, des instructions judiciaires ont été ouvertes contre plusieurs responsables rwandais accusés de crimes de génocide. Laurent Serubuga, ancien chef d'état-major adjoint des forces armées rwandaises. Agathe Kanziga Habyarimana, la femme du président Habyarimana. Et Laurent Buchibaruta, ancien préfet de la province de Gikongoro. Comme eux, ils sont près d'une quarantaine de présumés génocidaires à vivre en France sans être inquiétés.